Salut à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi pour faire le débrief crypto comme toutes les semaines, vous le savez. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On s'était laissé la semaine dernière en disant cette phase de consolidation latérale qu'on a sur les marchés n'est pas dangereuse pour les cryptos. On va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce que finalement ces fameuses zones support ont tenu? Est-ce qu'on a eu un petit épisode de liquidation sur le marché, ce qui a permis finalement d'absorber ce mouvement et finalement de repartir derrière? Est-ce qu'au contraire, on a même d'ailleurs des signaux positifs? On va quand même voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue économique. Pourquoi est-ce que ça va nous intéresser? Parce que ça provoque des réactions positives sur le marché crypto. N'oubliez pas de vous abonner si tel n'est pas déjà le cas. Et puis à la fin de la vidéo, bien évidemment, si tout ce contenu vous plaît, de lâcher un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir et ça permet aussi de faire connaître la chaîne aux uns et aux autres. Alors je vous propose tout de suite de commencer par la partie économie. Alors cette semaine, les marchés attendaient au tournant le chiffre d'inflation aux États-Unis. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça permet de driver la politique monétaire de la Fed. Et pourquoi est-ce que c'est important cette politique monétaire de la Fed? Puisqu'elle détermine finalement le coût de l'argent. Plus le coût de l'argent est élevé, plus les taux d'intérêt sont élevés, moins les entreprises investissent, moins les investisseurs aussi investissent sur le marché et donc ça pèse un petit peu sur les actifs risqués. C'était un petit peu la question justement ces dernières semaines après le discours de Jérôme Powell il y a 3 semaines qui avait annoncé attention en 2025 il y aura de l'inflation donc je vais pas baisser, continuer en tout cas à baisser mes taux d'intérêt tout de suite. Aujourd'hui le marché anticipe une nouvelle baisse des taux de la Fed au mois de juillet. Le chiffre d'inflation est important pour que les marchés puissent jauger de cette hypothèse de baisse des taux au mois de juillet ou ça sera au mois de septembre ou au contraire est-ce que ça sera plus tôt dans l'année. Et donc on a eu ce mercredi 15 janvier, on a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis. Et bien ce chiffre d'inflation, vous le voyez ici sur l'écran, est attendu et est ressorti conforme aux attentes, attendu 2,9%, ressorti 2,9%. Donc pas de surprise positive ou négative, mais il y a un chiffre qui est important, c'est le Core CPI. Qu'est-ce qu'on appelle le Core CPI? C'est donc le chiffre d'inflation en excluant les données de l'alimentation et de l'énergie qui sont des données très volatiles. Et on voit, et j'en avais parlé dans le débrief hebdo dimanche, les cours du pétrole ont pris 10%, hausse des cours du pétrole égale grosso modo 0,4% d'inflation étalée sur 2 ans. Donc si bien évidemment les cours du pétrole augmentent, ça risque de projeter à terme justement de l'inflation. Donc le Core CPI permet de nous mesurer un peu, on va dire, l'inflation hors ces données-là ultra volatiles. Et donc, même si ce chiffre est ressorti finalement, l'inflation en elle-même, que les marchés attendent et regardent surtout, conforme aux attentes, finalement, il y a, on va dire, une micro bonne nouvelle là-dessus. Mais il y a quelque chose de supplémentaire qu'on ne voit pas ici et qu'on va voir. On va retourner en arrière, mardi, donc la veille, on a les chiffres de PPI, donc là, c'est les prix à la production. Et ces prix à la production ont été meilleurs que prévu. On attendait des prix à la production en hausse de 0,4%. Finalement, c'est 2 fois moins, 0,2. Et le Core PPI, là aussi en excluant alimentation et énergie, 0,2. Finalement, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement les prix à la production sont moins chers que ce qui était prévu. Donc, moins de répercussions sur la consommation à venir. Donc moins d'inflation. Déjà, on avait déjà ici un premier élément qui ensuite a été alimenté et catalysé un petit peu plus avec les chiffres d'inflation. Sachant que dans le même temps, et ça c'était le chiffre de vendredi la semaine dernière, que l'économie américaine reste toujours robuste avec les créations d'emplois aux États-Unis qui étaient ressorties largement meilleures qu'attendu. C'est le NFP. Donc maintenant qu'on a dit ça, on peut effectivement se poser la question, quel est l'impact sur le marché des crypto-monnaies qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, juste avant et après on en vient, on a l'impact que ça a directement sur le marché. Ce chiffre d'inflation du coup permet au dollar américain de se détendre puisque vu qu'on a un coût de l'argent, j'ai envie de dire, alors il n'est pas en train de diminuer, mais disons qu'on anticipe qu'il ne va pas être aussi élevé qu'aujourd'hui, donc la Fed va potentiellement baisser ses taux directeurs un petit peu plus tôt dans l'année, et bien du coup ça permet au dollar américain, et on voit ici le dollar américain face à un panier de devises qui est en forte hausse finalement depuis le début du mois d'octobre, qui est en train de se détendre. Le deuxième impact, c'est justement les taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis qui s'approchaient un peu dangereusement des 5%, on était à quasiment 3,5% et quasiment à 5%, j'ai arrondi légèrement, vous voyez finalement que le taux à 10 ans aux États-Unis est en train de se détendre. Donc ça veut dire qu'il y a une détente sur le taux d'intérêt
et donc ça profite notamment aux actifs risqués. Donc on vient maintenant sur le marché des crypto-monnaies. On part toujours, alors je sais que ouais, c'est un peu répétitif, mais on est obligé de partir toujours sur des unités de temps longues, notamment sur du weekly, je le répète, et ça nous permet finalement d'avoir un petit peu du recul sur les variations et la volatilité qu'on peut avoir au quotidien. Ça évite d'avoir des œillères en disant mince, le marché aujourd'hui perd 15% ou il perd 5%, ou là c'est dramatique, et puis le lendemain finalement le marché il perd 5%, c'est génial, tout va bien dans le meilleur des mondes, on est dans le monde des bisounours. Non, on prend du recul, on voit si on a des nouveaux éléments positifs, négatifs, en tout cas des nouveaux éléments qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion. La réflexion pour moi est toujours la même, je vous l'ai partagé jeudi dernier, on va en faire bien évidemment le suivi. Si on regarde le Bitcoin, toujours au-dessus de la ligne bleue, la ligne rouge, MM20, MM50, en l'occurrence ici c'est en weekly, donc chaque bougie égale une semaine, MM20 hebdomadaire, MM50 hebdomadaire, on est toujours au-dessus. Tant qu'on ne retrace pas à minima, au moins en dessous de ces zones-là, et en plus de ça 50% du dernier mouvement ascendant qu'on a fait notamment sur le Bitcoin. Donc en l'occurrence, ça nous donne grosso modo les 80 000. Vous voyez ici que les 80 000 dollars, finalement, ça correspond à 50% et à cette MM20 weekly. Pour le moment, il n'y a pas de panique. Et en plus de ça, on a une phase de consolidation latérale. Je vous le rappelle, et c'est ce que je disais finalement tout au long de l'année 2024, c'est que même si on avait cette grosse phase de consolidation tout au long de l'année 2024, ce qui est important pour le marché, c'est pas d'aller haut, vite et fort, parce que sinon, derrière, ça risque de retomber tout aussi violemment. C'est ce qui s'est passé notamment en 2017-2018. Le Bitcoin a explosé, puis finalement, il s'est effondré. On est passé de 20 000 à 3 000. 3 000, plus personne n'y croyait. Ensuite, ça a explosé, ça a retombé, etc., etc. Donc là, il y a moins finalement de grosses variations comme peut-être on l'a connu en 2022 notamment, ou par exemple en 2018. Donc c'est en train de se construire par étage, et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir, ce que j'appelle, solidifier ces marches d'escalier et de continuer à progresser finalement dans le sens de la tendance de fond qui reste toujours positive. On regarde Total 3, on exclut Bitcoin, on exclut Ether. Alors on va faire plus simple, pardon. On va commencer par Total où on inclut Bitcoin et Ether. Finalement, on est toujours au-dessus des précédents ici ATH, d'accord, vers les 3 000 milliards. On est toujours au-dessus. Donc pour le moment, tout va bien. Tant qu'on tient les 3 000 milliards, tout va bien. Et même si on devait tomber à 2 800 milliards, finalement, on resterait au-dessus des plus hauts du début de l'année 2024, au-dessus de la MM20 weekly. Donc c'est toujours positif. Phase de consolidation latérale, plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc on continue encore. Et si on regarde maintenant l'Ether, qui a plus de mal toujours par rapport au Bitcoin. D'ailleurs, on peut regarder vite fait le TH-BTC, ce qui nous permet de mesurer un peu la force de l'Ether par rapport au Bitcoin. On voit que la force de l'Ether par rapport au Bitcoin est toujours en train finalement de se dégrader. Alors ça accélère pas plus que ça, mais c'est en train de se dégrader quand même. Voilà, c'est un moins punchy que ce qu'on a sur le Bitcoin, mais ça reste positif quand même. Moi j'aime beaucoup l'Ether, que ce soit d'un point de vue fondamental, mais aussi d'un point de vue technique. Je l'ai bien travaillé finalement en 2024, donc je vais continuer en 2025 de cette même manière. On a toujours finalement une tendance qui est positive au-dessus ici de cette MM20 et MM50 hebdomadaire. Donc pour le moment, tout va bien. On va pas faire toutes les cryptos une à une. On va maintenant zoomer un petit peu plus sur des unités de temps plus courtes, donc en l'occurrence sur du daily. Si on regarde le Bitcoin, donc on a cette zone des 90-92 000 dollars que tout le monde a vu, puisque finalement c'est les plus bas qu'on a depuis la fin du mois de novembre. Systématiquement, on tombe là-dessus, ça remonte, on tombe là-dessus, ça remonte, on tombe là-dessus, ça remonte. On rebasse ici les 100 000. Vite, faut acheter. Ouh là là, tout est beau, ça y est, ça va péter les 107. Finalement, on retombe là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous disais donc en termes de spike, c'est ce qu'on avait eu lundi. Lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Petite panique sur le marché parce qu'on avait eu des marchés américains, notamment parce que je vous rappelle qu'il y a un certain mimétisme entre, je fais une petite parenthèse, entre ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Donc, on l'a vu, le dollar, le taux à 10 ans d'un point de vue économique au global. Mais il y a un certain mimétisme avec les marchés traditionnels. Et si on regarde les marchés traditionnels finalement depuis 3 semaines, donc depuis que Jérôme Powell a dit attention, il risque d'y avoir de l'inflation en 2025, les marchés américains n'ont plus vraiment de carburant. On regarde ici le SP500 depuis 3 semaines. Il fait quasiment que baisser. Il a perdu 4-5%. Alors, c'est pas grave en soi. Si on regarde aussi le Nasdaq,
regardez par rapport au plus haut et beaucoup aussi prennent en considération que les cryptos, c'est Nasdaq copier-coller, c'est Nvidia copier-coller. Si on regarde l'action Nvidia depuis le début du mois de novembre, c'est aussi la raison pour laquelle, que ce soit le Nasdaq, le SP500, n'arrive pas bien à aller beaucoup plus haut. On a des niveaux de valorisation aux États-Unis qui sont absolument considérables, mais pour autant, on n'a pas d'alerte majeure. Si on regarde l'action Nvidia, finalement, elle ne bouge plus trop. Et vous voyez qu'on a eu même quelques bougies rouges. Donc, il n'y a pas de grosse alerte pour le moment, bien au contraire. Mais c'est vrai que des fois, les marchés sont un petit peu plus tendus vu qu'il y a des attentes qui sont très élevées en termes alors déjà en termes de valorisation, mais aussi très élevées en termes de résultats, en termes de croissance des bénéfices en 2025. Forcément, dès qu'on est un petit peu moins bon que l'excellence, c'est catastrophique. Donc, pour le moment, le marché s'en sort pas mal avec ces chiffres d'inflation comme on l'a vu. Et c'est pour ça que des fois, voilà, on a des petits épisodes où le marché des cryptos est toujours beaucoup plus volatile que ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Et dès que ça baisse un petit peu, vous voyez ici sur cet écran, vous voyez en bas le chiffre vert là. Qu'est-ce qui se passe? On a sur la journée donc de lundi, quasiment 600 millions de dollars juste sur les achats. On a encore 220 millions sur les shorts. Mais en tout cas, on a quasiment 600 millions de dollars de positions acheteuses qui ont été liquidées par le marché, par cette baisse du marché. Et finalement, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ce qu'on appelle finalement un spike. Donc en gros, on a une panique vendeuse dans la journée. Ouh là là, ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin du game. C'est pour ça que faut jamais se mettre en horaire, il faut jamais se mettre en 4 heures. Même déjà en daily, c'est quand même compliqué d'avoir un petit peu, pour beaucoup, d'avoir la visibilité, le recul nécessaire. On part toujours sur du weekly et ensuite on descend, on ne fait pas l'inverse. Finalement, vous voyez que cette zone des 90, 92 000 dollars tient et finalement on est en train de relancer. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a des signaux positifs, en l'occurrence par exemple sur le Bitcoin? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à 98 ou à 100 000 dollars, on est dans la même situation qu'on connaît depuis maintenant quasiment 2 mois. Donc aujourd'hui, on n'a pas de signal positif plus que ce qu'on connaît déjà. Le seul élément positif qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est de se dire ça a tenu encore le bas de range, donc ça veut dire que le marché en a encore sous le pied et donc on peut aller encore plus haut. C'est vrai. Mais attention, c'est toujours la même histoire. Ça, je le répète notamment sur IVT, c'est que quand on a des phases de panique, on a peur d'acheter parce qu'on se dit ça peut aller plus bas. Et quand on a des phases de rebond, pour ne pas dire d'euphorie, on se dit c'est à ce moment-là qu'il faut y aller et puis finalement c'est le point haut et ça rebaisse et on ne sait plus quoi faire. Je pense qu'il faut continuer à raisonner de cette manière, tout comme ça a été le cas en 2024. On a eu pendant plus de 6 mois un énorme range, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur énormément de crypto-monnaies, mais aussi sur le marché dans son ensemble. Et systématiquement, en fait, vous avez vu, dès qu'on a eu des accélérations, c'est retombé. Et dès qu'on a cru que tout allait péter et qu'on allait 3 étages plus bas, finalement, c'était le point bas, etc., etc. Et ça a continué comme ça et encore toute l'année quasiment toute l'année 2024 jusqu'au mois d'octobre, au mois de novembre. Ça y est, tout s'envole, c'est parti. Et d'autant plus alimenté notamment par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc aujourd'hui, si on regarde que ça soit Bitcoin ou même l'Ether, voyez que tracer en amont ces zones d'intervention et ce par palier, eh bien ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Parce que on ne sait pas où sera le point bas, on ne sait pas où est le point haut et on ne sait pas où sera le point bas. Donc on est obligé de faire avec ce que nous donne le marché. Et en fait, le principe même de l'analyse technique et de tracer ces zones, c'est de partir du principe que le marché a une mémoire. Le marché se souvient des zones de prix. Et donc il a plus de chances de réagir sur les zones qui ont déjà fait réagir les cours dans le passé, plutôt que de réagir un petit peu au milieu de nulle part. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas. Ça ne veut pas dire que systématiquement, finalement, précédemment, on a bien réagi sur les 3000, donc ça va bien réagir forcément systématiquement à 3000 et qu'on ne va pas s'arrêter avant, comme ça a été le cas il y a un mois finalement sur l'Ether où on s'est arrêté à 3100 et pas à 3000. Ça veut dire simplement qu'en travaillant par zone de prix et par palier, on se libère de cette volonté et de cet ego de se dire je vais deviner où est le point bas, je vais deviner où est le point haut. Non. C'est ce que j'ai fait de la même manière et à l'inverse, par exemple sur cette zone de résistance des 3900, 3920. C'est là où je vous disais j'ai sorti 70% de mes achats Ether en gestion active parce que c'était une zone qui a déjà fait réagir l'Ether dans le passé. Vous voyez ici finalement, on a réagi sur cette zone. Et en plus de ça, on a l'Ether qui est plus faible que le Bitcoin. Donc, et à l'inverse, le fait d'avoir
alléger ses positions finalement quand tout le monde se disait oui, ça y est, ça va partir à 10 000, etc. Bah, si on est dans une logique gestion active de court terme, bah, ça permet d'exploiter ces mouvements, ces pics de volatilité qu'on va avoir, qu'on a eu, qu'on aura et qu'on aura encore, qu'on a aujourd'hui et qu'on aura encore demain. Si vous regardez finalement l'Ether, depuis qu'on a rallié cette zone de résistance, bah, on a perdu 25%. Si on prend du recul, weekly, on est toujours haussier. Daily, on arrive sur des zones clés. Ces zones clés, elles réagissent. Donc, il faut toujours décomposer finalement ces entrées parce qu'on ne sait pas si on va s'arrêter à 3400, 3200, 3000, 3100. Et du coup, ça nous permet finalement de nous libérer de cette volonté d'avoir le point bas et d'autant plus sans utiliser l'effet de levier parce que si on utilise l'effet de levier et qu'on n'a pas le timing parfait, absolument parfait à chaque fois qu'on clique sur le bouton de la souris, on se fait découper. Donc aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal. Donc comme je vous l'avais partagé déjà sur l'Ether, on a ces zones-là qui sont en train de réagir. Donc moi, le but du jeu, ça va être tout simplement de réalléger à nouveau si on arrive autour des 3600, 3800, pourquoi pas à l'Ether, et de pouvoir continuer. Et ensuite, finalement, si derrière ça part, bah, j'ai suffisamment accumulé de cash et aussi fait travailler ma gestion active, mais je ne sortirai pas tout, jamais 100%, puisque les 30% qui me restent, systématiquement, je vais les allouer justement dans cette poche long terme pour viser des objectifs ultra ambitieux. En l'occurrence, c'est un prix psychologique, notamment les 10 000 $ sur l'Ether. C'est la même chose sur le Bitcoin, donc qui est très très fort toujours. Et après, il y a d'autres cryptos également où ça se comporte plutôt pas mal, avec des dynamiques qui sont toujours haussières. C'est toujours pareil, il faut faire ce tri systématique tous les jours, au quotidien, tranquillement, et de se dire, tiens, est-ce qu'il y a peut-être des cryptos fortes que je n'ai pas détectées? Est-ce qu'il n'y a pas des cryptos sur lesquels je suis positionné qui sont plus faibles que les autres et donc sur lesquels je ne vais pas mettre mon cash tout de suite parce que les plus faibles ont moins de chances de réagir positivement que les fortes lorsque le marché repart. Et en l'occurrence, si vous regardez AAVE, que j'aime beaucoup, en weekly, on est toujours hyper haussier. Vous voyez ici les moyennes mobiles. Et finalement, on a une très belle zone support ici sur les 270 $. Et vous voyez que ça réagit très très bien. Une autre crypto, par exemple, qui m'a gratifié d'une très belle année 2024, notamment en gestion active, puisqu'on était dans un range, tout comme le Bitcoin, tout comme l'Ether, etc. Vous voyez qu'on a un repli depuis mon dernier allègement et en tout cas depuis les plus hauts, on a perdu 30%. 30%, c'est une opportunité de pouvoir retravailler le marché à ce moment-là, etc., etc. D'ailleurs, je crois que mon pote Rodolphe a quelque chose à vous dire, notamment sur le Ripple, qui est une crypto très très forte. Coucou tout le monde, ça fait plusieurs jours que je vous en parle sur Telegram notamment. XRP, comment je l'ai repéré? C'est assez simple. Quand Trump a gagné les élections américaines, c'est une de celles où il y a eu le plus de volume qui est arrivé. C'était une de celles où il y avait le plus qu'on appelle graphiquement une convergence haussière. Si vous regardez vos bougies, vos chandeliers trimestriels, en mensuel, en hebdo et en journalier, c'est vraiment vert et impulsif de partout. Troisième point, une convergence vraiment des moyennes mobiles. Moi, je regarde surtout MM20, MM50 hebdomadaire qui arrivent. Et surtout, si vous remarquez, c'est une des seules cryptos qui, pour l'instant, a tenu sa moyenne mobile à 7 semaines, la MM7 hebdo, qui est donc, on va dire, une des moyennes mobiles les plus dynamiques en hebdomadaire. Donc voilà, j'avais toute cette convergence qui m'a permis pour l'instant de trouver XRP d'intéressant. Continuer à acheter XRP, notamment tant qu'elle est au-dessus de sa MM50 journalière. Si elle venait à casser à la baisse sa MM50 journalière, ça me dérangerait un peu. Mais pour l'instant, je continue d'acheter tous les replis sur XRP pour viser à minima, dans un premier temps, les anciens plus hauts historiques qui sont autour de 3,30 je crois. Mais bon, si j'arrive à viser les 3,10, 3,20, 3,30, 3,50, c'est déjà pas mal. Et après, on sera ce qu'on appelle en price discovery en plus haut historique. Donc là, j'en sais pas. On peut peut-être viser les 4, 4,55, voire extension 6, 7. Je crois pas trop parce qu'en market cap, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, si on va déjà voir les 3,30, 3,50, puis les 4,20, 4,30, ça sera déjà pas mal. Voilà pourquoi j'ai trouvé XRP intéressante, pourquoi j'ai continué et que je continue tous les jours à travailler cette crypto-monnaie sur chaque repli. Et vous regardez aussi un indice assez impactant, assez important. Regardez à chaque coup qu'il y a eu un spike baissier, alors que ça soit sur le Bitcoin ou les autres, la reprise a été très rapide sur XRP. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et hormis le Ripple, alors on peut regarder également d'autres cryptos un peu à droite et à gauche. On a notamment par exemple BNB qui ne bouge plus depuis maintenant 2-3 mois. Est-ce que c'est intéressant finalement de rentrer dessus? Pour moi, là maintenant, non. Donc j'ai toujours des épuisettes un petit peu plus bas. Il y a d'autres cryptos, encore une fois, comme l'Ethereum classique ici, ETC, qui est en train de revenir là aussi comme sur l'Ether, vous voyez, sur une zone très très propre. Alors elle fait pas partie des plus fortes, on a fait pile poil là-haut, vous voyez cette zone de résistance ici, ce qui a permis du coup d'alléger une partie. Aujourd'hui, si on est toujours positif sur l'ETC, elle a perdu 40%, on revient sur des niveaux clés, on est toujours dans une tendance de fond long terme haussière sur l'ensemble du marché des cryptos. Pour le moment, c'est toujours positif. Alors à l'inverse, il y a d'autres cryptos, oui, qui sont en train de réagir sur des zones basses,
mais qui ne font pas partie des cryptos ultra fortes et qui n'ont d'ailleurs quasiment même pas profité du bull run qu'on a eu du mois de novembre. Si vous regardez par exemple INJ, alors certes, si on prend le point bas, le point haut, elle a fait x2. Sauf que finalement, si on n'a rien fait et qu'on n'a pas allégé, qu'on n'a pas repris, etc., qu'on n'a pas fait travailler sa gestion active et en tout cas sa position pendant des mois et des mois, finalement, on est exactement au même point. Est-ce que ça veut dire qu'il faut la mettre à la poubelle? Non. Tout simplement, ne pas oublier, on se met sur des unités de temps weekly. Si on regarde en weekly, finalement, on regarde que la tendance primaire est toujours haussière. Alors certes, pour le moment, elle n'est pas très punchy. On voit que systématiquement, quand on la revient sur les $20, ça réagit un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, etc. Mais on reste toujours dans une dynamique de fond long terme qui reste toujours positive, même si à court terme, c'est pas très punchy. À court terme, il y en a d'autres qui sont punchy. Rodolphe vous a parlé par exemple du Ripple, je vous ai parlé de AAVE. Il y a également Ray par exemple. Vous voyez ici, systématiquement, on est ici dans une tendance de fond haussière avec des MM20 et des MM50 qui sont ultra bullish. Si on passe sur des unités de temps daily, on a un range ultra propre et systématiquement, on fait des spikes, on fait des mèches. Ici, lorsque ceux qui se font peur et se font liquider sur des positions à effet de levier, c'est à nous de nous dire, ok, c'est à ce moment-là, je prends le risque parce que c'est à ce moment-là qu'on a la fenêtre de tir pour pouvoir rentrer sur le marché et donc de pouvoir finalement un peu récupérer et ramasser ceux qui se font découper. Malheureusement, il y en aura toujours sur le marché. Tant qu'il y aura de l'effet de levier de toute façon disponible sur le marché des cryptos, il y en aura toujours encore et encore. Et pourquoi pas d'ailleurs, ça assainit aussi probablement le marché. Mais en tout cas, toutes ces mèches basses qu'on a effectivement sur le marché, ça nous montre un point positif. Alors, il n'y a pas des signaux extraordinairement bullish aujourd'hui sur le marché. Mais effectivement, le fait que systématiquement, on a des phases de repli, derrière ça tient et ça repart et les mèches se font aspirer, finalement, c'est toujours positif. Donc, on peut entrevoir effectivement, à minima, de revoir peut-être les plus hauts de l'année 2024. En tout cas, pour le moment, je vois pas de raison de changer de fusil d'épaule. Je change de caméra parce que oui, je fais des espèces de tests de changer ça. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, oui. On est toujours enthousiaste sur le marché. Je le reste encore tant qu'on tient tous les niveaux qu'on a évoqués ensemble et quand bien même le marché devrait perdre encore, pourquoi pas demain, à nouveau 10%, revenir sur ces zones-là, il faudra continuer à les retravailler. Et même si on passe temporairement en dessous des plus bas qu'on est en train de construire et de ces zones support et de cette marge d'escalier qu'on est en train de construire, on se place toujours sur des unités de temps weekly et finalement, on est toujours dans des tendances de fond haussières long terme. Alors, c'est sûr que toutes les cryptos, tous les altcoins n'en profitent pas autant que les autres, mais c'est comme ça. Il faut simplement avoir un petit peu de patience et d'essayer toujours d'ajuster un petit peu son curseur, se dire tiens, non, celle-là elle est faible, je vais pas en remettre plus, celle-là elle est forte, ça m'a permis de la travailler comme je l'ai fait par exemple sur AAVE ou sur Ray lors de mes premières épuisettes, elles ont pris derrière entre 25 et 30%, un petit allègement. On patiente, si jamais ça se replie, c'est cool. C'est cool, ça se replie. Je repaye pendant que les autres sont en train de paniquer. Et je pense que la thématique de ce début d'année, même si on a eu des vues ensemble qu'on a des chiffres d'inflation finalement qui sont conformes aux attentes, voire légèrement meilleurs que prévu, on va pas s'enflammer tout de suite et on va continuer à travailler comme ça sur le marché. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et on se dit à très vite. Ciao.